Voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu sais exactement ce dont je parle. Cette sensation dans la poitrine quand tu réalises que tu donnes tout, absolument tout, et que ça ne semble jamais suffire. Que tu es là, entière, présente, réelle, et que quelque chose dans la façon dont il te regarde, ou dont il ne te regarde plus vraiment, te dit que quelque chose ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Que malgré tout ce que tu fais, tout ce que tu es, il ne semble pas te voir avec l'intensité que tu mérites. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu es en ce moment et que tu sens la distance s'installer doucement, imperceptiblement, mais réellement. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as perdu et que tu veux retrouver. Et tu cherches à comprendre ce qui s'est passé, ce qui a changé, ce que tu aurais pu faire différemment. Tu t'es peut-être posé cette question en silence, tard le soir. Comment est-ce qu'on touche vraiment quelqu'un ? Comment est-ce qu'on devient indispensable dans l'esprit d'un homme, pas par manipulation, pas par jeu, mais d'une façon qui soit profonde, durable, réelle ? Ce soir, je vais te répondre. Mais pas de la façon que tu attends peut-être. Parce que la réponse véritable à cette question n'est pas dans les techniques. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose que la psychologie profonde a compris depuis longtemps et que très peu de femmes ont eu l'occasion d'entendre formuler clairement. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de l'ego masculin qui va bien au-delà de ce que les conseils relationnels ordinaires peuvent offrir. Une compréhension qui, quand tu la reçois vraiment, change entièrement la façon dont tu te positionnes dans une relation. Le concept que Jung aurait placé au cœur de cette question s'appelle l'individuation. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'individuation est le processus par lequel un être humain devient vraiment lui-même en intégrant toutes les parties de sa psyché, y compris celles qu'il a refoulées ou niées. Et ce processus, chez l'homme, passe obligatoirement par un moment de déstabilisation de l'ego. Un moment où ce qu'il croyait être, ce qu'il pensait contrôler, ce dont il était certain, est remis en question d'une façon qui l'oblige à aller plus profond. Et voilà ce que personne ne te dit. La femme qui déclenche ce processus chez un homme devient inoubliable pour lui. Pas parce qu'elle l'a manipulé, pas parce qu'elle a joué à des jeux, mais parce qu'elle a touché quelque chose en lui que personne d'autre n'avait jamais atteint. Jung observait que l'ego masculin, dans sa structure ordinaire, fonctionne comme une forteresse construite au fil des années, à travers des expériences de performance, de comparaison, de validation sociale, de peur de l'échec et de peur du rejet. Une forteresse dont l'homme lui-même ne voit pas toujours les murs, précisément parce qu'il vit à l'intérieur depuis si longtemps qu'il les confond avec la réalité. Et cette forteresse a une caractéristique particulière. Elle attire certaines femmes et en repousse d'autres. Les femmes qui approchent avec admiration immédiate, avec disponibilité totale, avec une volonté visible de s'adapter à lui, à ses rythmes, à ses désirs, ces femmes-là entrent dans la forteresse. Mais elles n'ébranlent rien. Elles confirment ce que l'ego savait déjà. Elles ne créent pas de mouvement en profondeur. Les femmes qui restent dans l'esprit d'un homme, qui le font penser à elle à 3 heures du matin sans savoir pourquoi, qui créent en lui quelque chose qu'il n'a pas de mots pour nommer, mais qu'il reconnaît comme essentiel. Ces femmes-là n'ont pas cherché à entrer dans la forteresse. Elles ont simplement existé d'une façon qui a rendu les murs visibles. Et voir ses propres murs, pour un homme, est à la fois la chose la plus déstabilisante et la plus libératrice qu'il puisse vivre. Voici le mécanisme précis. Ce que la plupart des femmes ne comprennent pas sur la psyché masculine, et que Jung aurait expliqué avec une clarté remarquable. L'ego masculin a besoin de 2 choses qui semblent contradictoires, mais qui coexistent en permanence. Il a besoin de se sentir fort, capable, en contrôle, et il a besoin, en profondeur, d'être vraiment vu. Pas l'image qu'il projette, lui. Ce qu'il est sous la performance, ce qu'il porte en silence derrière la façade de la force.
Et voilà la tension fondamentale. Il ne peut pas demander à être vu, parce que demander à être vu, c'est admettre qu'il porte quelque chose. C'est admettre une vulnérabilité que l'ego s'est construit précisément pour masquer. Alors il attend, inconsciemment, que quelqu'un le voie sans qu'il ait eu à demander. La femme qui voit un homme au-delà de ce qu'il montre, qui perçoit ce qu'il porte sans qu'il le nomme, qui reconnaît en lui quelque chose qu'il n'a pas encore eu le courage de reconnaître lui-même, cette femme-là ne blesse pas son ego au sens destructeur. Elle le touche à l'endroit précis où il avait décidé de ne plus jamais être touché. Et ça, dans la psychologie jungienne, crée quelque chose d'irréversible. Jung aurait parlé ici du rôle de l'anima. Cette image féminine que chaque homme porte dans son inconscient, façonnée par ses premières expériences d'amour et d'attachement, par sa mère, par ses premières blessures, par ses premières découvertes de ce que le féminin peut être. L'anima est la partie la plus profonde de l'inconscient masculin. Et quand une femme réelle correspond, même partiellement, à cette image intérieure, quelque chose se réveille en lui, qui dépasse le rationnel, qui dépasse le contrôle, qui dépasse tout ce que son ego peut gérer proprement. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu. C'est une rencontre entre sa réalité extérieure et sa réalité intérieure la plus profonde. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas avec ces mots, pas avec cette précision, mais quelque chose en toi savait que les femmes qui font tomber amoureux les hommes les plus difficiles ne sont pas celles qui essaient le plus. Elles sont celles qui semblent ne pas avoir besoin d'essayer. Parce qu'elles sont tellement ancrées dans ce qu'elles sont, que leur présence seule crée un mouvement. Voici maintenant le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase. Blesser l'ego d'un homme ne consiste pas à l'attaquer. Cela consiste à refuser de le nourrir là où il a besoin de grandir. Entends bien ce que ça signifie. Parce que ce paradoxe contient tout. L'ego se nourrit de validation. Il se nourrit de certitude. Il se nourrit de savoir qu'il a un effet, qu'il contrôle quelque chose, que la situation est prévisible pour lui. Et la plupart des femmes, par amour, par générosité, par désir de plaire, nourrissent cet ego sans le savoir. Elles donnent la validation immédiatement. Elles répondent rapidement. Elles rassurent constamment. Elles se rendent disponibles d'une façon qui dit « Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à prouver. » Et l'ego reçoit ça. Et il se stabilise. Et la croissance s'arrête. Jung aurait dit que l'ego qui ne rencontre jamais de résistance ne grandit jamais. Il reste enfermé dans ses certitudes, dans ses patterns, dans les mêmes façons d'être qui l'ont défini jusqu'ici. Et une relation qui ne crée pas de croissance finit par devenir transparente pour lui. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu ne lui demandes rien qu'il ne sache déjà faire. La femme qui déstabilise l'ego d'un homme de façon constructive, elle fait quelque chose de différent. Elle lui présente une réalité qu'il ne peut pas entièrement contrôler, une façon d'être qu'il ne peut pas entièrement prédire, une profondeur qu'il ne peut pas entièrement épuiser. Et face à ça, quelque chose en lui se réveille. Le désir de comprendre, le désir de mériter, le désir de devenir quelqu'un qui est à la hauteur de ce qu'il perçoit en elle. Et ce désir-là, quand il est réel, est peut-être la forme d'amour la plus profonde qu'un homme puisse ressentir. Laisse-moi maintenant te décrire les 4 façons précises dont cela se passe concrètement. 4 façons dont une femme peut toucher l'ego masculin, d'une façon qui crée de l'amour plutôt que de l'indifférence. La première façon est ce que j'appellerais la présence sans besoin. C'est peut-être la plus fondamentale. Et c'est aussi la plus difficile pour beaucoup de femmes, parce qu'elle demande quelque chose de contre-intuitif. Elle demande d'être pleinement là, pleinement soi-même, pleinement engagée, sans que ton état intérieur dépende entièrement de sa réponse. Concrètement, ça ressemble à ça. Tu apprécies sa présence, sans en avoir besoin, pour te sentir entière.
Tu exprimes ce que tu ressens, sans attendre qu'il valide ce que tu ressens. Tu existes dans ta propre vie d'une façon qui est visible, réelle, et qui ne s'effondre pas en son absence. Et ça, pour l'ego masculin, est à la fois déconcertant et magnétique. Parce que l'ego est habitué à être le centre de la dynamique. Il est habitué à ce que son comportement détermine l'état émotionnel de la femme en face de lui. Et quand il réalise que tu as un centre de gravité qui t'appartient, quelque chose en lui cherche à comprendre comment te rejoindre là où tu es, plutôt que d'attendre que tu viennes le rejoindre où il est. La deuxième façon est ce que j'appellerais la vision sans illusion. C'est peut-être la plus puissante. Et elle demande une honnêteté tranquille qui est rare. La vision sans illusion, c'est voir un homme tel qu'il est vraiment. Pas l'image qu'il veut projeter, pas la version idéalisée que l'amour romantique construit parfois dans les premiers temps. Lui, avec ses forces réelles et ses zones d'ombre réelles, avec ce qu'il fait bien et ce qu'il évite, avec ce qu'il montre et ce qu'il cache, et lui dire ce que tu vois, pas pour l'attaquer, pas pour le diminuer, mais parce que tu le respectes suffisamment pour ne pas prétendre que tu ne vois pas. Quand tu lui dis doucement, calmement, avec une certitude tranquille, « Je vois que tu évites ça », ou « Je remarque que tu fais ça quand tu as peur », quelque chose se passe en lui. L'ego voudrait se défendre, mais quelque chose de plus profond en lui reconnaît qu'il vient d'être vu. Vraiment vu. Et être vraiment vu pour un homme qui a passé des années à se construire une image est une expérience si rare qu'elle devient mémorable. La troisième façon est ce que j'appellerais l'exigence silencieuse. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la distance calculée. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus ancré. L'exigence silencieuse, c'est avoir des standards intérieurs si clairs que tu n'as pas besoin de les formuler constamment pour qu'ils soient présents. C'est savoir ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, non pas comme une liste de règles que tu brandis, mais comme une vérité intérieure qui guide naturellement tes choix. Et quand quelque chose ne correspond pas à ce que tu mérites, tu le signales non pas avec de la colère ou de la demande, mais simplement en te repositionnant, en prenant de l'espace, en choisissant de ne pas continuer dans cette direction sans faire de scène. Pour l'ego masculin, ça ressemble à un signal d'alarme. Un signal qui dit « cette femme sait ce qu'elle vaut ». Et l'ego, face à une femme qui sait ce qu'elle vaut, a exactement deux options. Se retirer, parce que ça demande trop d'efforts, ou s'élever, parce que quelque chose en lui reconnaît que ce niveau-là mérite quelque chose de lui aussi. Et les hommes qui valent quelque chose, les hommes qui ont un minimum de conscience d'eux-mêmes, choisissent la deuxième option. La quatrième façon est ce que j'appellerais le mystère habité. Et c'est peut-être la plus difficile à expliquer, mais la plus facile à reconnaître quand on la rencontre. Le mystère habité, ce n'est pas de jouer à cache-cache. Ce n'est pas de créer une fausse profondeur en retenant des informations ou en te rendant artificiellement inaccessible. C'est quelque chose de beaucoup plus réel. C'est d'avoir une vie intérieure si riche, des réflexions si authentiques, des passions si incarnées, que tu ne peux pas être entièrement résumé. Que chaque conversation avec toi ouvre quelque chose de nouveau. Que ta façon de voir les choses, d'interpréter le monde, de réagir aux situations, continue à le surprendre même après qu'il croit te connaître. L'ego masculin, dans ses structures les plus primaires, cherche à cartographier, à comprendre, à savoir. Et quand il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas entièrement cartographier, quelque chose qui reste vivant, imprévisible, profond, quelque chose en lui continue à revenir. Pas par frustration, par fascination, par ce désir authentique de comprendre quelque chose qui lui échappe suffisamment pour qu'il veuille rester. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des femmes évitent, parce qu'elle est la plus exigeante. Tout ce que je viens de décrire, la présence sans besoin, la vision sans illusion, l'exigence silencieuse, le mystère habité, tout cela ne peut pas être joué. Tout cela ne peut pas être simulé.
Tout cela ne peut pas être une stratégie qu'on adopte de l'extérieur parce qu'on a entendu que ça fonctionne. Parce que l'inconscient masculin, et Jung insistait là-dessus avec une précision remarquable, l'inconscient masculin perçoit l'authenticité d'une façon que la conscience rationnelle ne peut pas toujours expliquer. Il sent la différence entre une femme qui est ces choses et une femme qui les performe. Pas toujours immédiatement, pas toujours consciemment, mais il la sent. Et la performance, même techniquement parfaite, ne crée pas le même mouvement que l'authenticité. Ce que Jung aurait dit à ce stade te concerne directement. La vraie question n'est pas « comment est-ce que je touche son ego ?» La vraie question est « qu'est-ce qui m'empêche d'être naturellement la femme que je viens de décrire ?» Parce que si tu n'es pas encore ancré dans ta propre valeur, si tu as encore besoin de sa validation pour te sentir suffisante, si une partie de toi s'effondre quand il ne répond pas comme tu l'espères, alors le travail n'est pas sur lui. Le travail est sur toi. Et ce travail-là, Jung l'aurait appelé le travail d'individuation féminin, le processus par lequel une femme cesse de chercher dans le regard de l'autre la confirmation de ce qu'elle est et commence à habiter sa propre valeur de l'intérieur. Pas parce que le regard de l'autre ne compte pas, mais parce que sa propre reconnaissance de elle-même vient en premier. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais ce que tu apportes, non pas dans une relation, mais à toi-même? Est-ce que tu as une vie qui te nourrit indépendamment de sa présence ou de son absence? Est-ce que tu sais quelles sont tes limites, non pas parce qu'on te l'a appris, mais parce que tu les ressens comme des vérités intérieures? Si ces questions te mettent mal à l'aise, c'est précisément là que le travail commence. Pas sur lui, sur toi. Parce que voilà la vérité que Jung aurait dite en dernier, avec cette douceur directe qui lui était propre. La femme qui touche vraiment un homme n'est pas celle qui a appris à le toucher. C'est celle qui est tellement ancrée dans ce qu'elle est que sa présence, simplement en existant, crée quelque chose qu'il n'a jamais connu avec quelqu'un d'autre. Et cette femme-là ne cherche pas à blesser son ego. Elle existe simplement d'une façon qui le confronte à ses propres zones d'ombre, qui lui montre ce qu'il pourrait être, qui lui rappelle quelque chose qu'il avait peut-être décidé de ne plus croire possible. La douleur que tu portes autour de cette question est réelle. Ce désir d'être vraiment vu, vraiment choisi, vraiment aimé, avec toute l'intensité dont tu es capable, ce désir est réel et il est légitime. Ne laisse personne te dire qu'il est trop grand, trop exigeant, trop difficile à satisfaire. Mais la direction de la réponse n'est pas vers lui. Elle est vers toi. Vers ce travail de te connaître suffisamment, de te valoriser suffisamment, d'exister suffisamment dans ta propre vie pour que ta présence devienne naturellement, sans effort, sans stratégie, quelque chose qu'il ne peut pas ignorer. Ce n'est pas une promesse sur ce qu'il va faire. C'est une invitation à ce que tu peux devenir. Et cette invitation, quand tu la reçois vraiment, ne dépend plus de lui pour être réelle. La femme que tu peux être existe déjà en toi. Elle a toujours existé. Peut-être en silence, peut-être cachée sous des couches de ce que tu as cru devoir être pour être aimée. Mais elle est là. Et le chemin vers elle est le seul chemin qui mène vraiment à l'amour que tu mérites. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu sens que tu n'es pas encore ancré dans ta propre valeur en ce moment? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec une femme qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.